C'est pratiquement la première conférence de cette saison. Il y avait il y a 2 semaines, 3 semaines, un colloque avec les Portugais, mais dans le cadre des conférences, c'est la première conférence. Et je suis vraiment heureux de recevoir Siham Lamine, qui est une habituée de ces conférences et qui a une place particulière dans ce que nous faisons. Siham va présenter aujourd'hui une conférence sur le minaret de la grande mosquée Zaytouna, d'un minaret à un autre. Donc, la date de ce passage s'effectuait dans les années 90 du 19e siècle, un moment important dans l'histoire de la Tunisie et de l'architecture tunisienne. Siham, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est responsable administratif dans la branche du centre d'études sur le Moyen-Orient de l'université de Harvard et elle coordonne les programmes de l'université de Harvard qui sont en rapport avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et elle aide les universitaires, les étudiants de Harvard qui viennent ici faire des recherches ou présenter leurs travaux. De la part de sa formation, Siham Lamine est architecte de formation. Elle a fait son diplôme d'architecture à l'Université de Paris. Puis elle a également une formation dans l'histoire de l'architecture islamique à Londres. Et donc elle a travaillé pendant 16 ans en tant qu'architecte dans un bureau associé dans un bureau d'études d'architecture. Elle a une formation assez intéressante. Donc l'université parisienne, Londres, également américaine, et puis l'université tunisienne en plus. Elle est de la Manouba, le laboratoire manoubien en quelque sorte, donc ce qui crée cette affinité entre vous et Siham. Donc aujourd'hui, elle va traiter le titre de conférence, vous l'avez, sur ce minaret. C'est un moment clé dans l'histoire de l'architecture tunisienne contemporaine et ce passage de la période ottomane à la période du protectorat. Et ce minaret assez particulier qui s'est construit en même temps que la ville européenne, qui est maintenant c'est la moitié de la ville historique tunisienne, et qui fait à la fois des références à la ville européenne et encore plus à la Médina de Tunis, la ville, la capitale et puis la capitale ottomane. Donc le sujet vraiment elle est pertinent. Moi je l'ai discuté, on a discuté avant la publication de cette recherche, j'ai discuté longtemps avec Siham et c'est un sujet vraiment passionnant. Donc je vous laisse la parole et merci beaucoup, merci infiniment, je suis extrêmement reconnaissante. Je ne savais pas que c'était aussi impressionnant d'être de ce côté-là. Je suis toujours dans la salle et c'est effectivement très impressionnant. Je suis une admiratrice et une fan inconditionnelle du laboratoire d'archéologie et d'architecture de la Manouba. Et je suis extrêmement reconnaissante de cette tribune, de cette invitation. Je ne vois pas à quel autre endroit et en quelle autre compagnie je veux dire, présenter cette recherche aurait été mieux. À la Médina, même si j'ai déjà présenté cette recherche une fois à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, une autre fois à Beit el-Hekma grâce à Maître Abdel qui est ici. Mais être aussi proche du minaret, être dans ces lieux où les protagonistes de l'histoire que vous allez voir ont probablement évolué, marché, est très important. Donc, toute ma reconnaissance à
là aussi. Je commence toujours, comme je dis l'article, je commence toujours cette présentation, je me suis promis de faire ça, par une parole voilà, à la mémoire de ceux qui ont construit ce minaret, c'est-à-dire Slimane Midou, Tahir bin Sabr, Ammar Amira, Mahmoud bin Taïb, Mohamed bin Hamida et tous les architectes et artisans inconnus de la mosquée Zitouna de Tunis. Donc ce minaret, en réalité, donc on le connaît tous, c'est un objet urbain extrêmement vu, extrêmement photographié, qui fait partie réellement de l'imagerie populaire de la ville de Tunis. Mais bizarrement, il est très très peu étudié, très peu documenté, pour des raisons que je vais essayer d'explorer avec vous dans cette présentation. Donc je vais commencer par vous lire une coupure une coupure de journal comme ça pour installer un petit peu le décor du contexte. On est le 12 mars 1892 et c'est un article qui est publié dans le journal Az-Zawja et qui décrit la cérémonie de pose de la première pierre pour un nouveau minaret pour la Zitouna. Dimanche dernier, dans la matinée, a été célébrée dans la cour du Jama al-A'zam, puisse Dieu préserver sa grandeur et la gloire de son nom, la pose de la première pierre pour un nouveau minaret qui sera rénové par Jamaïet el-Awqaf. La cérémonie a eu lieu en présence des Olamais, son Excellence le président de Jamaïet el-Awqaf et certains de ses membres, ainsi qu'un grand nombre de cheikhs, professeurs et étudiants. Quand la congrégation a fini de se former, les présents ont récité des passages du Saint-Coran, puis le grand imam Sidi Ahmed Sharif, grand cheikh al-Islam Maliki, représentant des illustres chérifs, a posé la première pierre de son honorable nom. La cérémonie s'est terminée avec des chants et des louanges au plus honorable des êtres, notre prophète Mohammed, paix et louanges de son nom, sa famille et ses compagnons. Des paquets de sucreries ont ensuite été distribués aux présents qui ont été aspergés d'eau parfumée. Donc, fin de la citation. Ainsi donc démarre la construction du minaret actuel de la mosquée Zitouna. Et quand elle est bizarrement relatée dans les sources majeures, son histoire est toujours très brève, elle arrive en bribes. Donc il est effectivement cité dans Creswell très tôt, chez George Massey le mentionne, Slimane Zbis dans son rapport à l'Académie des inscriptions et des belles lettres en 1953 parle de toute l'histoire de la mosquée sans le mentionner du tout. Henri Saladin en parle, on va voir comment. Georges Massey dans l'architecture musulmane d'Occident. Mohamed Aziz bin Achour dans Germain Zaytouna al-Ma'ala al-Rijal en parle un peu plus longuement. Ahmed Sadewi, Tunis, ville ottomane. Abdelaziz Daoulati, la mosquée Zitouna. Et aussi Abdelaziz Daoulati dans Tunis, métropole arabe méditerranéenne. Donc il y a quand même on sent un silence. Et ce silence, il a des raisons justifiables qui sont que d'abord ce monument est une adjonction très tardive à une mosquée majeure qui date des premiers siècles de l'islam, qui a même des composantes antiques, une salle de prière de la Bide, 854, la Troubat al-Bahou et les citernes sont fatimides, fin du Xe siècle, les entrées pour la famille, fin du XIe siècle, les portes de la salle de prière sont harsides, XIVe siècle, les galeries Genève et ottomane, XVIIe siècle, et donc qui va venir chercher une partie qui date, qui a une centaine, qui a un siècle d'âge. Donc en général, on donne priorité à ce qui est plus vieux. Il y a une seconde raison, c'est que ce monument est quand même toujours considéré comme une copie d'autre chose. C'est une copie bien sûr de la mosquée Al-Qasba, bien plus vieille, 1233. Une troisième raison qui est que vous allez voir, il a été exploré, c'est un flou originel qui provient de la fondation et du patronage même de cet objet architectural. Et donc, voilà, les questions que je vais essayer d'aborder, c'est, je vais commencer par la fin. Est-ce que ce
minaret, comme sa date l'indique, est un objet colonial. S'il l'est, pour quelle raison et par quel mécanisme a-t-il été possible de démolir un minaret qui était déjà à la Zitouna, l'institution religieuse et éducative la plus importante de la ville de Tunis, et de le remplacer par un autre, et ce plus d'une décennie après l'établissement officiel du protectorat français en Tunisie. Et puis, quel rôle a pu jouer ce minaret dans la nature du rapport de force entre les élites locales et l'administration du protectorat français. Je vais commencer très brièvement parce que justement c'est l'audience qui connaît probablement le mieux cet objet architectural par une description et puis une comparaison avec le minaret de la Rafa. Je vais ensuite observer des questions de datation et de patronage, notamment grâce aux poèmes qui sont dans les inscriptions des deux minarets. Et pour la fin, il y aura une exploration du contexte, de ce remplacement de minaret par un autre. Et puis, d'autres événements en train d'arriver dans la ville, comme dit la simultanéité de la construction du minaret avec celle de la cathédrale Saint-Vincent de Paul de Tunis, le rôle de Jamaïque Aura et du pouvoir colonial dans le projet du minaret, et enfin, ce minaret comme outil de pouvoir urbain dans une ville sous occupation. Donc, très brièvement, voici la carte. On est dans la Médina centrale. Le minaret fait partie d'une constellation d'autres minarets. Bien sûr, le numéro 1 c'est la Qasba, le numéro 2 c'est Youssef Dey, le numéro 3 c'est Hamda Becha et le numéro 4 c'est le minaret de la Zitouna. Et je vous demande de garder en tête la carte qui est à gauche parce qu'elle montre donc dans ce même axe un autre élément qui est le 5 et qui est la nouvelle cathédrale de Tunis. Donc aussi très brièvement, ce sont les plans de l'Institut national du patrimoine, les prises de Siad Daoulehi. Donc voilà, le minaret est dans le coin septentrional de la mosquée, il est bizarrement dans un coin, il est en rouge. C'est une structure totalement claire, c'est un fût dans le fût. Donc c'est un minaret à base carrée, 9 mètres par mètre, 42 mètres de haut. Voilà, il y a une base cubique à l'angle qui relie les deux accolades. Après, le corps du minaret est enveloppé entre là losangers qui s'appelle les Sebka et que les Marocains appellent Del Jouatif. Et donc le haut du minaret fait partie du fût. Et donc il s'agit d'une accolade horizontale avec 5 arcades exactement similaires sur les 4 faces, avec un blanc noir et blanc, une marqueterie de marbre encadrée de marbre de pierre et avec une bande donc le fût central dans la structure du minaret émerge pour donner un enterrement ou un janour. C'est une structure extrêmement simple et extrêmement claire. Ça veut dire que l'ornement et la structure coïncident bien. Et donc le janour lui-même a un toit pyramidal de tuiles de terpite et 3 lunettes. Donc la similitude, s'il y avait, il n'y a aucun doute que la similitude entre les deux minarets, celui de la Zitouna et celui de la Qasba, est frappante. Celui de la Qasba est à un jet de pierre plus haut sur la colline. Le système structurel, ornemental et stylistique est exactement le même. Bien sûr, il y a une différence d'échelle extrêmement visible. Donc, quand la Zitouna est à base carrée de 9 par 9, la Qasba c'est une base de 7 par 7 et avec seulement 26 mètres et demi de haut. Tout ça pour dire qu'en gros, le commanditaire du minaret de la Zitouna a dû commander une copie monumentale d'un minaret existant, bien plus vieux. Donc le minaret de la Qasba est en réalité le plus vieux minaret existant et préservé de la ville de Tunis. Donc c'est pas étonnant qu'il serve de référence et c'est un exemple singulier
l'architecture almohade. Il a été fondé donc en 1933 par le calife, par le premier calife Rachid quand il était en train de couper les liens avec les Almohades. Et voilà, il est dans une continuité totale de références stylistiques bien connues. Et toutes les trois datent de la seconde moitié du XIIe siècle. On les appelle les trois sœurs, qui sont dont l'échelle est bien plus grande, de Toubé et de Marrakech, les parties basses de la Giralda de Séville et la tour Hassan, jamais achevée de Rabat. Donc, toutes les trois jusqu'à la fin du XIIe siècle, mais à la fin du XIIe siècle almohade, il y a aussi une référence qui va apparaître, une magnifique référence qui est apparue bien sûr au centre de l'Empire, même si l'Empire touché était à sa fin, en 190, et c'est le minaret de la Kasbah de Marrakech. Il est bien plus humble, son échelle, donc il a 8,5 par 8,5, une base carrée de 8,5 par 8,5, et il va proliférer comme des petits pains dans tout le Maghreb. Il va devenir en gros la référence pour tout ce qui va suivre, pour le Maghreb pré-ottoman, Algérie, Tunisie, donc il va être copié. Donc il va y avoir dans les trois dynasties qui ont résulté de l'effondrement de l'Empire ottoman, c'est-à-dire les de Tunis, les Ayanides, les Hussein et les Ménides de Fès, ont perpétué systématiquement le modèle Marrakech, et avec des interprétations locales, bien sûr, parce que le modèle de Marrakech est en brique, c'est un minaret en brique avec une présence de lige et donc c'est alors que la Kasbah est un minaret en pierre, par exemple. Donc il y aura des interprétations locales, mais c'est un modèle qui fera école, et c'est exactement ce même modèle qui est utilisé à la Kasbah au XIIIe siècle et que les commanditaires de la Zitouna ont adopté. Donc dans la littérature, il est appelé le modèle maghrébin, andalou, hispano-maghrébin. Et ici, donc, quand il va réapparaître, je vais choisir de nommer le modèle néo-almohade parce que c'est ce qu'il est. Donc l'idée était de reprendre un modèle, mais avant ça, il y avait des étapes à franchir à Tunis, parce qu'à la Zitouna, il y avait déjà un minaret existant. Et c'est un détail d'un portrait de Giuseppe Raffo, et donc c'est probablement une des toutes premières représentations de la Zitouna en couleur, donc moitié 19e siècle, 1846. Et les questions maintenant, c'est comment s'est passé comment et pourquoi s'est passé ce remplacement de minaret. Là c'est un paysage de la ville de Tunis où on voit trois cônes ottomanisants de minaret. Donc voilà, Tunis est en pleine ère ottomane, et son paysage de ville, là c'est une vue de la Kasbah avec le cimetière de la Cesse en premier plan, et une autre vue de l'autre côté. Et voilà, donc là, ce qu'on voit ici, c'est le minaret de la Zitouna avec son jamoul et le chapeau conique. J'ai récolté toutes les photos que j'ai pu trouver de l'ancien minaret pour une question donnée, parce que c'est vraiment, toutes ces photos datent des 10 dernières années de vie de ce monument. Donc ce qui va arriver, c'est qu'il sera bientôt jugé menace en ruine et démoli, complètement démoli. Il est souvent décrit comme pas assez monumental, alors que ces photos dans le paysage disent autre chose. Le fût est carré aussi, c'est un minaret basse carré avec sans ornement pour tout ce qui est du bord, mais il y a cette partie haute, un balcon, probablement l'ancêtre de ce qu'est aussi le balcon, ce qui est devenu le balcon de la Zitouna avec les cinq colonnettes géminées.
un jamour octogonal, hein, comme l'aurait eu un minaret ottomanisant, comme le Sidé ou le Bécha ou les autres minarets venant de Tunis, on le voit. Donc c'est une sorte, en réalité, donc c'est une sorte d'hybride, maghrébin ottoman. Voilà, il date probablement d'un consensus. Donc on ne sait pas, il y a vraiment un mystère, un grand mystère autour de ce minaret parce qu'on ne sait pas le dater exactement lui-même, c'est-à-dire ce qu'on sait de lui, c'est qu'en 1563, il y a eu des travaux sur Mohammed Besh al-Mouradi, mais on ne sait pas ce qu'il y avait avant. Il y a des mentions que la Zitouna a eu un minaret. Il y a des questions. Pourquoi la Zitouna n'a pas eu de minaret à Glabi? Ou est-ce que la Zitouna en a eu? Est-ce qu'il y a eu un minaret fatimide, al-Mourad? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tout ça, et alors que tous les travaux dans la mosquée sont extrêmement bien documentés, là, pour la question du minaret est extrêmement floue. Voilà. Donc la question de si la Zitouna a eu un minaret médiéval reste ouverte. Voici donc ce minaret qui n'a pas l'air en très mauvais état, avoué. Donc c'est une photo probablement qui date de 1892 et voilà, qui montre le début du démantèlement de ce jamour ottoman avec les échafaudages qui commencent. Alors, de ce minaret, on sait ce qu'on sait de ce minaret grâce à un chronogramme publié dans le mosquée Zitouna de Al-Sawlehi. Et donc, le chronogramme affiche un poème. Je vais le lire et il est très utile pour comparer avec ce qui va suivre, avec l'inscription parce que voilà, il servira en gros de point de départ. Donc أما النقوش الحسن صنعنا بالأيدي فلطف البناء يدريك عن جوهر القلب فإن أمير العصر بالمغرب الذي برفع مناري قد قضى داما ذا جدي فمن مثل مولانا بحضرة تونس محمد بي ثابت الفضل والمجد أشاد منار الدين من كنز ماله وهذا دليل الخير والمقصد الوجد يقوم ذو التأليق فيه بلادهم إلى الله تدعو بالفلاح ذو الرشد وقاهم الله من شر حاسد من الخير في الرمضة وفي القلب من البرد ومن يبني للرحمن في الأرض مسجدا له الله يبني القصر في جنة الخلد وهذا لسان الحال مني مصطلح بحسن الثناء والمدح للباري والحمد ونور مناري نجمه غير آكد كبدر العلا في الرأس والشمس في الخد ينادي الورى تم بناء فأهلكوا بناء عليه رونق الملك بالسعد. Donc ce poème est publié dans le Musée ottoman. Ce qui nous dit, il nous dit que Mohammed Bey, c'est-à-dire Mohammed Besh al-Mouradi, a payé les travaux d'une kanzimel, de sa propre trésorerie. Donc ces inscriptions ont un côté légal. Et donc ce qui est dit, voilà, il est dit normalement pour la prospérité toujours. Il nous apprend aussi, voilà, on comprend entre les lignes que c'est-à-dire que probablement on peut comprendre, voilà, il les a protégés de la chaleur et du froid du matin. Donc ce qu'on comprend, c'est que les travaux ont dû se concentrer sur la partie haute du minaret. Donc, voilà. Donc cette plaque, je n'ai vu que publiée. Je vous pose la question que quelqu'un saura où elle est maintenant. Donc, et voilà, le minaret ne survivra pas. 1893, on a une photo de la Zitouna sans minaret, mais avec un minaret temporaire construit sur la colonnade ouest. Là, on sait parfaitement que déjà en 1893, donc ce minaret est réellement disparu. Donc, il ne s'agira pas de travaux de réfection, de restauration. Encore une
vont durer 3 ans, de 1892, pose de la première pierre, à 1895. Alors, voilà, cette recherche vient d'études d'un coup de chance, en fait, parce que la presse a publié des choses sur ce minaret. Et donc, entre tout ce temps, pendant 3 ans, tous les articles de la presse est silencieuse sur les travaux. Et personne ne se plaint, personne, jusqu'au moment où, voilà, un 26 Ramadan, 22 mars 1895, l'inauguration du minaret de la Zitouna dans Al-Hadira, encore une fois. Et là, voilà, alors que la pose de la première pierre était une petite cérémonie, tous les journaux donc, écrivent une grande cérémonie, le bey est présent, on appelle à la prière pour la première fois du nouveau minaret de la Zitouna. Donc la prière, c'est la prière de Asr. Le bey ne monte pas, il reste sur le sahm, son fils monte les escaliers, assiste à ce premier appel à la prière. C'est de grandes festivités. Et le minaret, donc le Hadr déjà compare le minaret aux célébrations premières, au plus grand minaret du monde musulman. Donc voilà, pour une fête et une réception sans équivoque, sans critique ni dans les journaux français, ni dans les journaux tunisiens. Et il y aura donc dans les journaux plusieurs poèmes de plusieurs étudiants, étudiants, cheikh. Celui qui sera retenu visiblement est celui de Cheikh Selim Haj. L'inscription est au pied du minaret dans le Surah Al-Ali. Et le poème est une mine d'informations, je vais vous le lire aussi. Et on va comparer avec l'inscription déjà. Donc, alhamdulillah, نال فوزا بمناه كل ساع كي يرى مشمول فضل باستساع في بيوت أذن الله بأن ترفع الأركان منها ليطاع وإذا كانت بيوت الله يرغب في ترفيعها بين اللقاع فخري بمنار منه يدعى إلى البيت مزيد الارتفاع إذ بإعلاء المنار تعتلي كلمة الله ويمتد السماء ذا منار لم يزل بالنور من قبل إسلام به منه الاجتماع جل نور أصله زيتونة الطور أن تعروه أسباب الحفاظ كان في عهد بن مروان مأثنا منه شل التوحيد بار تم في أيام مولانا الذي ملأت غمر مزاياه البقاع حضرة الباشا علي من له في قلوب الخلق للود ازدراع لاح في ذا المقتنى نوع أداء هو للنقد وللتجديد داع فاعتنت جمعية الأوقاف بالمقصد المذكور بالإذن المضاف فتبدى مأذنا ضم إلى بهجة المنظر إتقان الصناع ضاء في شهر الصيام نوره عندما نصف الختام منه ضاء ولسان الصدق قد أرخ لمنار الدين حق الارتفاع. Et donc, ce poème nous dit certaines choses. Il parle déjà du fait que la tour ait été rehaussée. Il y a même, il met beaucoup de place pour parler de cette question de la hauteur, parce que d'abord c'est important, c'est un monument bien plus haut que tout ce qu'il y a dans la Médina, mais aussi parce qu'il y a des discussions dans la jurisprudence malikite sur le fait que les minarets ne doivent pas être très hauts, parce que sinon le mu'adhin a une vue sur les maisons autour, et donc il y a une justification. Il y a aussi une historiographie qui parle de l'histoire même pré-musulmane, après l'islam, et après du passé Ad ibn Marwan, donc le passé maronite Umayyad et Tawhid, donc voilà. Et il utilise le nom du bey comme un contexte, mais pas aussi clairement que ce qu'avait fait Cheikh Snoussi dans son autre poème. C'est-à-dire que voilà, le bey, il a beaucoup d'autres biens, voilà, le nom du bey existe. Il y a beaucoup de bienfaisance, mais pas cette fois-ci. Et non, cette fois-ci, à la Jamaïat al-Awqaf. Donc le commanditaire, le patron de ce projet, n'est autre que Jamaïat al-Awqaf. Le bey est un contexte.
Il nous dit clairement que voilà, le bâtiment existant était menacé de ruine et demandait absolument un mardi au Tajwid. Donc la démolition et la reconstruction. Voilà qui est clair. Il se trouve que ce poème de Salim Bouhaï, avant d'être dans l'inscription finalement, il y a eu des versions qui ont circulé. C'est très très drôle parce que voilà, il y a une version différente. Al-Zuhra publie une version, Al-Hadira publie une version, et la version retenue est différente. Et donc, la plus intéressante, ce que j'essaie de d'aller, c'est cette version donc, publiée dans Al-Hadira, probablement avant que l'inscription ne soit sur le marbre. Et donc, dans Al-Hadira, il y a un vers qui a sauté, qui n'existe plus. لما انتدع بعضه لما منه ابن مراد ما ابتدع. Là, il mentionne les restaurations mouradites de Hamoud Abesh. Et là, toute mention de Hamoud Abesh a disparu et son œuvre vient d'être démolie. Et il y a ces trois autres vers. وبه أي مزايا جمعت لم يكن في أصله لها اجتماع عمق قاس وارتفاع زائد رونق يفتر عن سر النزاع يا له من مأذن ضم إلى قوسه القدموس إتقان الثناء. Et là, il nous dit que عمق قاس وارتفاع زائد عمق قاس dire que les fondations de la tour ont été refaites. Donc, ce que maintenant lancer, ce que nous apprennent ces inscriptions et les articles de presse, que l'ancien minaret a été édifié en 1908 et démoli. Les dates exactes sont, de début sont mars 1892 et mars 1895. La date officielle qui circule dans toutes les références est 1894. Ça, c'est la presse est très très claire. Le maître d'œuvre annoncé est une autre que jamais été au Rav, et son représentant durant cette période est Mohamed Béché Israël, j'y reviendrai. Le coût des travaux est de 110 000 francs. On connaît aussi, donc, grâce à la presse, le nom des architectes en chef et les artisans qui ont construit le minaret et les récompenses qu'ils ont reçues du bey, pas de la Jamel. Et donc, il y a deux architectes, Slimane Nigou et Tariq Mansab. Ils ont reçu respectivement le Michel Eftikhar de deuxième et troisième catégorie, en remplaçant des décorations qu'ils avaient déjà. Il y a deux maîtres maçons détenant le rang de Ma'alem dans leur corporation, Ammar Amir et Mahmoud Zedbey. Et le maître sculpteur de pierre, on ne connaît pas son nom, probablement c'est celui qui a travaillé sur la silka. Et l'artisan Mohamed Zedbey a obtenu l'éligibilité à l'AML de sa corporation en récompense de son travail sur les journaux. Et on sait que le monument a été accueilli positivement par tout le monde, ce qui se comprend parce qu'il est encore accueilli positivement ce minaret. C'est une histoire cohérente, elle pourrait s'arrêter là. Elle pourrait très bien s'arrêter là, et c'est d'ailleurs la version, voilà, c'est un minaret par Jamaïl Afraf, l'architecte tunisien. Sauf que le contexte se passait par ailleurs dans la ville de Tunis et en Tunisie peut apporter des éléments nouveaux à cette histoire. Donc, il y a d'abord cette montée en tandem dans la ville d'un autre monument, en même temps que le minaret, en synchrone, et cet autre monument n'est autre que la cathédrale de Tunis. Là, on voit Tunis au début du XXe siècle, et on voit à deux tours. Le minaret, les travaux sur le minaret vont durer 3 ans, les travaux sur la cathédrale vont durer 20 ans. Ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de routes, mais donc, comme vous voyez, là en 1910, il y a déjà cette coexistence, ce dialogue entre deux mouvements dans la ville, et c'était justement cette idée-là, et je pense que cette idée est des fondatrices pour comprendre le minaret d'Azdouna. Il faut voir ce qui se passait de l'autre côté dans la décision de l'administration française et qui était relatif à la construction de la cathédrale. Donc, la première idée de construire une cathédrale à Tunis est bien plus
est bien plus. Et là, depuis les années 80 du XIXe siècle. Il y a juste que le cardinal Lavigny a jugé que Carthage était une priorité. Donc, à l'installation du protectorat, il y a la construction d'une toute petite cathédrale sur l'avenue Bolívar, et après tous les efforts vont être mis à Carthage, mais le lendemain de la consécration de la cathédrale Saint-Louis de Carthage va avoir lieu la pose de la première pierre pour la cathédrale de Tunis, et ça c'est le 19 mai 1890. Et donc là, l'idée c'est de fonder à Tunis une cathédrale pour la communauté française et italienne. La communauté italienne avait déjà l'église Sainte-Croix, mais les Français voulaient, il y a dans les correspondances entre cardinal Lavigny et le Vatican, il y a des correspondances disant que les Français doivent avoir leur cathédrale à Tunis. Donc le cardinal Lavigny, c'est un prêtre missionnaire qui est un personnage clé dans l'installation de l'administration française à Tunis, et dans toutes les 2 premières décennies du protectorat, il a démontré qu'il n'était pas possible de séparer, la colonisation de la religion, et donc l'idée était de rompre ce silence qu'il appelle beaucoup dans ses correspondances. Il parle d'un silence de 1000 ans en Tunisie et en Afrique, l'absence de la chrétienté pendant 1000 ans, et que cette idée-là doit être restaurée. Et donc, la première pierre a lieu en 1980. Mais après, il y a un concours qui est lancé, il y a un bureau d'architecture français qui va être retenu pour la cathédrale, mais les travaux vont commencer exactement le 1er septembre 1892. Souvenez-vous, pour la Zitouna, c'était mars 92, donc moins de 6 mois après la cérémonie de la Zitouna. Et la cathédrale monte, le minaret monte, la cathédrale monte. Les deux, alors, à part cette simultanéité des dates, il y a autre chose qui relie la cathédrale de Tunis au minaret de la Zitouna, et c'est le fait que tous les deux sont des monuments construits à la place d'autres monuments ottomans du XVIIe siècle. Donc, on comprend surtout des journaux, on comprend qu'il y a vraiment une haine de l'époque de Hamid Dabesh, de la moitié du XVIIe siècle, parce que l'esclavage blanc, cette idée de l'esclavage blanc est présente, vraiment très présente, et il y a une envie comme ça de remplacement d'ordre. Donc, la cathédrale va démolir en gros le monument le plus vieux de Tunis, le monument chrétien le plus vieux de Tunis. Et c'est écrit, et c'est décrit comme une nécessité douloureuse. Donc, le 4 décembre, à l'inauguration de la cathédrale de Tunis, un jour de Saint-Sylvestre, Noël, la dépêche dit un très long article, et pour parler, pour dresser une narration de la fondation de la cathédrale, et il dit, il y a un autre vestige d'un passé tout à fait glorieux et douloureux que la pioche des démolisseurs a fait disparaître, à peu près entièrement pour faire place aux murailles de la cathédrale nouvelle. C'est la vieille et sainte chapelle qu'avait construite, bénite et inaugurée à Tunis, M. Le Vacher. C'était à coup sûr le plus ancien monument chrétien de la ville. Sa disparition a été certes une nécessité douloureuse. Il reste à peine maintenant quelques fragments de ces murailles renversées. Toutefois, ce qui a pu être sauvé du mobilier intérieur l'a été, entre autres, à la statue de Saint-Antoine en bois doré et mesurant 1 mètre environ de hauteur, dont nous venons de parler. Donc il n'y a aucune hésitation à démolir pour reconstruire. Et là, ce dont on parle, la chapelle et le cimetière, il ne faut surtout pas confondre avec cette pro-cathédrale construite par cardinal Lavigny, qu'il décrit d'ailleurs lui-même de hangar.
ce qui se passait ici, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos de ce cimetière et de cette fameuse chapelle Le Vacher qui date exactement comme le minaret de la Zioune du milieu du XVIIe siècle. Donc voilà, ce qui relie aussi cette idée d'esclavage pour comprendre, je vais passer, il y a une envie en gros d'effacer un passé. Voilà, le même article parle de ces monuments comme des témoins d'un passé à jamais résolu. Voilà, c'est une revanche en gros. Cette colonisation, elle est légitime parce que c'est une revanche. Pour comprendre, bien comprendre cette narration, il faut aller dans la cathédrale et voir l'abside. Il y a une fresque qui va, elle, être peinte bien plus tard, donc 1930, par un peintre qui s'appelle Lemar, Georges Lemar, et c'est réellement une représentation magnifique. Et donc il y a, dans l'abside, il y a donc, la cathédrale elle-même, la cathédrale dans la cathédrale. Devant la cathédrale, Cardinal Lavigerie, cette statue qui, juste quelques 5 années plus tôt, avait été posée sur la place de la Victoire Belprag. Donc voilà, Cardinal Lavigerie brandissant une croix, prêt à l'enfoncer dans la terre de la Médina et une Bible à la main. Autour de lui, donc Cardinal Lavigerie est le fondateur des Pères Blancs et des Sœurs Blanches. Donc autour de lui, il y a voilà, des personnages ecclésiastiques. Et face à la cathédrale, il y a une mosquée, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une mosquée à minaret. Probablement, voilà, ça pourrait être la Zioune, ça pourrait être la trace, ça ne correspond à rien. Et une figure médicale, probablement Hamdabesh. Devant lui, un autre personnage, un personnage ecclésiastique qui est probablement, dans l'inscription, c'est le fameux père Le Vacher qui est venu négocier le cimetière et la fondation de la chapelle pour les renégats, les esclaves blancs de Tunis. Et autour de voilà, une masse de personnages, tous blancs, les noirs sont ici tous blancs, esclaves, et au centre, la figure de Saint Vincent de Paul, qui est d'ailleurs contemporain qui a existé, qui était à Tunis, captif, qui est contemporain de ce monsieur Père Le Vacher, et qui est devenu saint un siècle plus tard. Mais dans sa vie, c'est qu'il a fait, voilà, c'est un fondateur des congrégations religieuses. Et donc là, on voit la côté haute de ces deux monuments faisant face et une histoire qui résume à peu près tout ce qu'on a dit. Voilà, deux monuments, deux édifices qui sont symboles d'un nouvel ordre. Voilà, l'un symbole d'un islam triomphant, l'autre symbole de la chrétienté triomphante, et nous donne l'impression d'être là pour se faire, pour balancer la présence l'un de l'autre. En plus de la cathédrale, d'autres éléments de contexte sont extrêmement utiles pour comprendre le projet du minaret. Et ces éléments de contexte sont reliés à Jamaïque et Cambrave. Alors, les portraits de Bêche, il n'a rien à voir dans le minaret, mais son ombre plane sur le projet parce que c'est lui le fondateur de Jamaïque et Cambrave par un décret de 1847. Jamaïque et Cambrave n'est autre qu'un, c'est-à-dire la Jamaïque, donc telle qu'elle a été fondée, est faite pour centraliser les trousses. Voilà, la Jamaïque a des représentants locaux dans les va devenir après dans les régions, et donc son rôle est de collecter l'usufruit des revenus générés par les terres qui représentaient le tiers des terres agricoles de Tunisie, et les centraliser pour les redistribuer ensuite. C'est une administration. Ce qui va arriver, c'est que l'administration du protectorat va commencer à utiliser le Jamaïque
pour favoriser. Donc, juste pour être très clair, la GMAE n'est pas du tout une association, c'est une administration de l'État qui reporte au ministère, au secrétaire de l'État, ça veut dire au bureau de l'administration française infiltrée dans la cour médicale en gros. Et donc, c'est l'administration française qui gère totalement la GMAE, je vais vous dire de passage. Alors là, s'il fallait me trouver. Donc là, c'est un passage de la situation du rapport établi par l'administration française en 1891, une année après le début du projet de la Zitoune. Et donc, l'État tunisien a poursuivi la reconnaissance des propriétés domaniales au moyen de commissions spéciales composées d'agents des domaines et de géomètres. Ce travail permettra à la direction des finances de livrer les services de l'agriculture au fur et à mesure des besoins de la colonisation des territoires dont la situation et la consistance seront parfaitement déterminées. Les biens fausses, dont la surveillance ressort plus particulièrement du secrétariat général du gouvernement tunisien, ont été également logés dans un certain nombre de mesures. La comptabilité de leur administration a été régularisée et un fonctionnaire indigène de l'administration générale, c'est-à-dire le GIESOC, a été détaché à cet effet auprès du conseil de la GMAE. Le budget en a été établi, suivant des formes nouvelles en harmonie avec les règles de notre comptabilité publique. Le contrôle des dépenses est effectué suivant les mêmes principes. La GMAE a entrepris la reconnaissance de son domaine, ses ressources disponibles seront affectées à cette opération et augmentera la sécurité des acquéreurs et donnera de nouvelles facilités à la colonisation. Vous avez bien entendu, donc le travail, tout ce que fait la GMAE donne des facilités à la colonisation, sachant que l'idée était de favoriser une forme de colonisation de moyenne taille, c'est-à-dire la démographie italienne était bien plus, au premier temps du protectorat, la population italienne était plus majoritaire et il s'agissait là, au lieu d'apporter des investisseurs français qui ne venaient pas, de ramener des colons. Le même rapport, une année après, nous dit que voilà, ce qui avait été préconisé a produit des résultats qu'on attendait. Sans réduire les dépenses d'assistance publique indigène, lesquelles, comme on le sait, incombent à la totalité à la GMAE, il a été possible de consacrer des sommes importantes à la réfection d'immeubles urbains qui, faute d'entretien, étaient devenus improductifs. Voilà. Donc c'est l'administration française qui nomme le secrétaire de la GMAE, qui est après élu président, c'est-à-dire qui maîtrise totalement sous la GMAE est le commanditaire principal du MINARE. L'administration, les rapports au président de la République française, c'est-à-dire l'envoyé de la province à la métropole, disent que la GMAE est sous leur contrôle parfaitement et qu'elle travaille parfaitement pour la favorisation de la colonisation. Président de la GMAE et d'autres que Béchir Sfal, secrétaire général puis président. C'est un personnage clé de la fin du XIXe siècle et du siècle, parce que c'est un fondateur de beaucoup de choses, de l'association Centrale de Lire, fondation de cofondateur avec Ali Bouchouch du journal Arabia, précurseur avec Ali Bachrin du mouvement des jeunes tunisiens. Et donc, Michel Sfal fait partie de cette élite locale. Alors, il avait entrepris des études au lycée Saint-Louis à Paris. Il revient en 1881 pour favoriser le projet de la colonisation qui était vu comme un projet de restructuration de l'administration de l'État pour travailler, en gros, pour travailler l'État. Et il se retrouve donc président de cette GMAE de Jamaïque c'est une haute fonction de l'administration tunisienne, mais qui en réalité avait des intérêts concordants avec le projet colonial. Parce que là, ce projet était positif en soi. Il était surtout positif pour les élites, parce que c'était le projet du protectorat tel qu'il a été pensé par les premiers résidents généraux
ruraux, notamment Cambon. Et puis voilà, et pour cette assimilation, pour le fait de préserver cette élite et d'utiliser, et de préserver aussi, là c'est tout, il y a un conseiller de l'administration française qui s'appelle Louis Machuel qui écrit clairement que, voilà, que ici, contrairement à Alger ou au Maroc, ils ont cette institution religieuse et éducative dont ils sont très fiers et il faut les aider à les préserver, les indigènes, parenthèse. Donc, Péché Esfalt faisait partie de ce groupe, voilà, de ce groupe qui était entre les deux. Alors, on peut les appeler collaborateurs, comme on peut les appeler résistants de l'intérieur. Ce qui se passe, voilà, c'est qu'il avait, je trouve que c'est important, il avait porté en même temps le Michel Eftikhar que la croix de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur français. Et alors, Péché Esfalt lui-même, alors cette photo, cette photo, il va se rendre compte lui-même que ce projet était en train d'appauvrir la population et, voilà, et en pensant pouvoir résister longtemps de l'intérieur, il donne un discours devant le résident général et bien sûr il démet de ses fonctions et envoyé à Sousse et où il finira sa vie, mais bon, il restera respecté, mais il sera démis de ses fonctions le jour où il commencera à dire que le projet, que la Jamaïa était devenue un organe nuisible à la société tunisienne. Je vais passer. Donc, est-ce que ce minaret est un bâtiment colonial? Il est très possible qu'il le soit, et il est même permis de le penser. Si on revient à l'architecture, si on réécoute les architectes et l'architecture, là c'est Marseille, il parle d'un bâtiment moderne attribué, là je trouve admirable qu'ils disent à deux architectes tunisiens, donc voilà, il parle de Slimani ou de Taraboukhab comme des architectes, déjà très tôt. Les paroles de Saladin donnent encore plus d'éléments. Donc en évoquant la Zaïtune, il parle de son énorme minaret reconstruit il y a quelques années par deux architectes indigènes, Slimani et Sita Boukhab. Il en parle aussi, il les connaissait personnellement. Je ne puis guère parler des mosquées que d'après leur silhouette extérieure. Saladin n'a jamais mis les pieds dans une mosquée. Il mentionne la mosquée Jemaa el-Fal et puis après vient ensuite la plus grande mosquée de Tunis, la Jemaa el-Fal, dont le minaret, restauré autrefois par le Bey Boulal, a été récemment reconstruit par deux architectes tunisiens, Slimani et Sita Boukhab, qui ont fait la preuve d'un grand talent. Slimani est mort il y a quelques années, ainsi que Sita. Je parlerai plus loin de ces architectes tunisiens qui sont loin de manquer de mérite et à qui l'administration du protectorat a fort intelligemment confié la réparation des édifices religieux dont les travaux sont payés sur les revenus des biens religieux de main morte. Donc vous avez bien eu, l'administration du protectorat a confié la réparation des édifices. Saladin non seulement connaît les architectes, mais il a très probablement aussi été sur le chantier. Il en parle, donc dans Tunis et Kérouan, donc Saladin ne faisait pas partie de l'administration, mais il était très proche du service des antiquités et des arts. Donc il dit, rien ne subsiste à Tunis des anciennes églises chrétiennes, sinon la Jemaa el-Fal, où la tradition locale veut voir une ancienne église transformée en mosquée, et la légende du naïf qui se rattache à Jemaa el-Fal. Il va se contredire lui-même dans une note de bas de page. Il dit, on a trouvé en effet, en faisant les fondations de ce minaret, reconstruit récemment un linteau décoré d'Atrici, ce qui donne une grande probabilité à cette légende. Une autre légende dit que l'église était consacrée à Sainte Olive, d'où par tradition le nom de Jemaa el-Fal ou de l'Olivier. Donc on est là dans une situation où les personnes reliées à une instance colonisatrice sont en train de faire des fouilles archéologiques
au cœur des institutions religieuses. Il y a là quand même un geste éminemment colonial. Il y a aussi dans ce projet une rupture totale, un choix de rupture. Tunis, depuis 1612, il est monté à Tunis, tous les grands monuments de Tunis sont octogonaux, ottomanisants, et puis voilà, vient une décision comme ça délibérée de rompre totalement cette tradition de construire des minarets octogonaux. Il y a première partie du XXe siècle, dernière partie du XIXe siècle, il y a un silence, il n'y a pas eu de construction de minarets réellement, il y a eu des réparations. Il y a le cas de la Zidouna et de des teinturiers, ils ont subi le même sort, de démolition et de reconstruction. Mais il y a eu des pseudo-minarets, il y a eu des minarets dans les expositions universelles, les pseudo-minarets qui sont aussi dans le style arabisant. Donc imaginés et construits par des architectes qui sont actifs à la direction des travaux publics, qui ne sont pas, on ne sait pas s'il y a ou il n'y a pas collaboration d'architectes tunisiens, mais donc c'est la nouvelle tendance, une rupture totale avec l'ère ottomane. Et après un long silence, il y a probablement une explication à ce choix de rupture totale, va apparaître au cœur de la métropole, 1926, à Paris, le style néo-almohade, comme il a été ravivé dans le projet de la Zitouna, et il est arrivé à Paris, comme pour dire à quoi doit ressembler cet islam d'Afrique du Nord française. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, cette séminaire a été construite avec des artisans tunisiens, marocains, algériens, et il y a eu l'administration française à Paris a créé une association qui s'appelle Jamaïd Awraf pour financer ce minaret, bien sûr financé par les colonies. Et voilà, la mémoire des soldats musulmans morts pendant la Première Guerre mondiale. Pratique coloniale ou pratique de résistance. Pour moi, il n'y a aucun doute du moins, il est extrêmement permis de qualifier ce monument de production coloniale, on l'a dit à la date. Il y a aussi une administration française qui démontre qu'elle peut agir au milieu, au cœur même de la société musulmane, au cœur des institutions religieuses. Il y a un bras de fer autour des questions de territoire, et dans laquelle la Jamaïa est un agent majeur. Donc, c'est négocié à Tunis les terres sialines. Donc, en même temps, c'est la même instance qui est en train de négocier des désaliénations, des expropriations, des transformations en un zèle de grands territoires tels que les terres sialines ou les Henchi et le Lier, est en train de construire un minaret à la Zitouna, sachant que cette même instance était en banqueroute et que tout d'un coup elle obtient ce cadeau bienveillant mais intéressé de l'instance coloniale. Donc voilà, les gestes éminemment coloniaux sont, c'est la recherche d'une histoire sous une autre, cette envie de remplacer un ordre par un autre, et puis une recherche d'une histoire sous les bribes d'une autre. Mais bon, pour le séminaret est le symbole quand même de la victoire d'un royaume. On peut dire que c'est leur projet. Des jeunes Tunisiens, des Béchéliswal, des Ali Bachram, des Bouchoucha, des enfants de Khairuddin qui sont là, résistants de l'intérieur. Il est permis de le voir comme ça. Il y a aussi bien sûr la victoire d'incroyables artisans et architectes tunisiens qui ont, au milieu de tout ça, il y a quand même le savoir-faire qui a continué. Et qui a le minaret concordal qu'on trouve encore magnifique et indamnable. Ce qui s'est passé à Tunis, c'est comment le patrimoine est perçu. Je vais finir par cette phrase de Boris Maslow qui est à peu près à
qui a fait un tel travail au Maroc, mais avec des restaurations. Il dit, et ça, notre rôle d'imiter l'ancien et de créer des villes de vieilles matériels modernes, je ne crois pas. Nous devons conserver autant que possible tout ce qui peut se conserver. Notre travail est de ne pas laisser tomber ce territoire. Ouais. Là, donc c'était passionnant. Ce curieux minaret, ce monument majeur de la ville de Tunis, quand les historiens de l'architecture regardent, pas sans vraiment trop le regarder de près, et grâce à de telles recherches, on se rend compte de l'importance de ce monument et qui est à l'origine d'ailleurs. On peut discuter. C'était à notre époque, c'était impossible de raser un tel minaret et de remplacer. Maintenant, après un siècle, on peut dire, voilà, ce minaret prend sa place dans la Zaytouna. Il la complète un petit peu parce que la dimension hispano-maghrébine, d'Andalousie maghrébienne plutôt, elle manque à la Zaytouna. La Zaytouna, c'est toute l'histoire de la Tunisie. À de Tunis et de la Tunisie, de l'architecture tunisienne. Et la dimension hispano-andalousie et maghrébienne, andalouse et maghrébienne, elle manque. Et ce minaret vient la compléter à l'époque coloniale. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette recherche très fouillée, très fine aussi. Beaucoup d'histoire, il n'y a pas que d'architecte, on ne sait pas s'entendre avec un architecte de parler d'architecture, de l'architecture, mais il y a beaucoup de problèmes historiques. Moi, j'ai beaucoup de sujets. Ce n'est pas maintenant que je vais discuter avec toi. Je dis deux mots. Entre autres, c'est la comparaison avec la cathédrale, elle a sa place réellement, pour comprendre cette guerre des tours, des clochers, des minarets. Mais il faut ajouter quelque chose, ça me va bien, c'est à la même époque, au début du 19e siècle, il y avait un projet de la construction d'une grande synagogue. Et le premier projet, certainement tu le connais, le premier projet avait prévu une façade comme celle de la cathédrale, avec des tours plus hautes que celles de la cathédrale. Et ce qui a chapeauté, ce qui a fait foirer le projet. Le projet n'a pas passé parce que bon, c'était de la provocation des juifs pour les chrétiens et on a préféré après construire. On a laissé le premier projet, le projet que nous connaissons aujourd'hui, le projet de Valenzi, l'architecte Valenzi, qui a remplacé juste après le projet de Valenzi. Donc le projet de la cathédrale, de la synagogue identique pratiquement à la cathédrale, avec des tours plus hautes. C'était publié en 1909 dans les revues spécialisées, mais le projet date de 1908 et le projet qui a été retenu enfin, c'est celui de Valenzi de 1911-12, je pense. Donc ça aussi, on peut comparer la synagogue, donc la grande synagogue, la cathédrale et la grande mosquée à Tunis. Également, le minaret de Sabarine, effectivement, il a été refait et reconstruit à la même époque. Et c'est un très beau minaret de style ottomanisant. Donc ce qui démontre que les architectes, les Tunisiens de l'époque avaient un savoir-faire très correct, très bon. Donc, la preuve, c'est donc il faut revoir le minaret de Sabarine, il faut le revoir, tous les minarets. Les Zaytoun, moi j'ai enseigné pendant des années la mosquée de Zaytoun au Moyen-Âge. Donc je dis deux mots sur la mosquée du minaret. C'est un minaret qui n'a pas d'intérêt, il est tardif de la fin du 19e siècle. C'est aussi intéressant, c'est aussi important. Et cette époque-là, le 19e siècle, c'est une époque passionnante. Et la fin du 19e aussi, c'est une époque particulière, avec des bâtiments qui ont marqué le paysage
urbain et architectural de la ville de Tunis. Donc, vous voyez là, c'est un sujet très passionnant et c'est nouveau. Hein. Donc, l'approche est assez nouvelle et elle est la bienvenue. Donc, je laisse la parole à la salle pour discuter avec Sylvain. Merci beaucoup pour ce que Oui, mais moi j'ai un souci par rapport à la décision de démolir le minaret. Parce que moi je me pose des questions. Est-ce que vraiment le minaret existait avant qu'il était Yémen, il était menaçant? Oui. Mais moi je me dis, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Est-ce une pratique colonisatrice? Parce que si on regarde par rapport à la Médina de Tunis, il y a eu plein d'arrêtés pour la salubrité et en fin de compte ce ne sont que des prétextes. Et si on prolonge ça jusqu'à notre époque aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à Jérusalem par rapport à le Masjid al-Sahra, les Masjid al-Aqsa c'est pratique colonisatrice parce que bon, aujourd'hui Israël elle est en train de dire que ce monument est menacé. Ce sont des prétextes à mon sens et aussi s'adresser à la mosquée Zitouna par rapport à la Médina. Bon, Zitouna c'est le premier monument, c'est Zitouna à l'échelle, on va dire, de ce qu'on peut appeler la partie arabo-musulmane. On a deux grandes mosquées, deux grandes universités qui couvrent surtout ce territoire-là, qui sont donc Zaytouna et Al-Azhar. Donc, toucher à ça, moi je trouve que là, il y a un geste colonisateur qui est significatif. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Et puis, moi personnellement, ma déception, elle est énorme quand je dis qu'en fait, le minaret Zaytouna est une réplique du minaret de la mosquée Al-Qasba, qui est beaucoup plus tardive. Al-Qasba par rapport à la mosquée. La mosquée Al-Qasba, elle est venue après la mosquée Zaytouna. Donc, c'est des choses qui bouillonnent en moi aujourd'hui. Bon, moi, c'est pas tout à fait aujourd'hui, je ne dis pas tout à fait la vérité, parce qu'on a eu l'occasion de discuter de ça avec CM avant, et aussi lors d'une présentation que CM a faite à Beit el-Hekma. Mais ce sont des points qu'on a soulevés, mais qu'on n'a pas pu vraiment bien débattre. Je ne sais pas si on pourrait aussi en parler aujourd'hui. Voilà, c'est un peu par rapport à ça, sans parler de la liaison avec la cathédrale et l'axe, parce que aussi, l'histoire se répète d'une autre manière. Quand on a voulu construire à l'époque de Ben Ali la mosquée l'Abidine, ou la mosquée de Carthage. De Carthage, tout à fait. On disait, est-ce que quand on est de Tunis, on la comprenait sur la route, est-ce qu'on voit plus la cathédrale Saint-Louis ou la mosquée? Donc, ça, ce sont des points qui sont. C'est des religions, c'est des hommes politiques, c'est des sociétés, mais ce sont des points que je trouve qui continuent à être pratiqués, qui peuvent être intéressants pour comprendre un peu l'histoire de l'évolution des villes. Il y a dû avoir un président de la Jamaïque Araf de s'embarquer dans un projet comme ça. Et le projet, comme la cathédrale a pris 20 ans, il aurait pu prendre 20 ans aussi. Hein. Ça aurait pu être le fiasco le plus. Il aurait pu être. Et on peut imaginer le type de courage que. Ça veut dire, je ne sais pas quelle marge de décision il a eu. Il doit bien y avoir cette question de menace en ruine, il a dû bien y avoir quelque chose. Mais est-ce que ce quelque chose nécessitait un remplacement total et une refondation totale? C'est ça la question. Ou est-ce que c'était une envie de retrouver, voilà, il faut imaginer un pouvoir nouveau qui cherche sa propre légitimité sous un ordre déjà préétabli.
ce passé pré-musulman, et dans toute cette question de lent silence, le remplacement de la chrétienté en Tunisie par l'islam, et maintenant l'heure est venue, et cette légende de si on trouve Sainte-Olive, l'islam sera fini. Ça, c'est beaucoup relaté dans la presse. Si on trouve Sainte-Olive sous la zitouna, il en sera fini de l'islam en Tunisie. Et tout ça, ça alimente un peu l'opinion publique d'un côté. Et voilà, et on voit en gros, moi j'ai commencé cette recherche parce que je voulais pouvoir lire ce que les gens, la population de Tunis a dit de ce minaret qui soudain comme ça disparaît, de ce traumatisme-là. Et là, bon, c'est quelqu'un trouve, j'espère que je le trouverai un jour, mais c'est ça, c'est absent. Mais après, il y a cette grande joie d'avoir un nouveau minaret. Et on se dit qu'à la fin, ils ont gagné. Le minaret, on l'a dit également. On n'a pas de texte. Le minaret Hafsid, c'est l'un des problèmes que tu poses là. Le minaret Hafsid, on suppose qu'il y avait un minaret Hafsid qui a été surélevé à l'époque de Hamoud Adesh. Il n'y a pas que l'inscription, le poème, il y a des textes aussi, je pense. Il faut faire des recherches dans ce domaine. Mais pour la période Hafsid, également, on n'a pas de données. Je pense que si on cherche, on peut trouver quelques indications sur le premier minaret, le minaret Mouaradite qui est plus haut, et puis donc le minaret de la fin du XIXe siècle. Donc il y a des recherches à mener de ce côté-là. Je félicite d'abord pour la focalisation sur un objet, sur l'histoire et l'architecture de minaret de mosquée Souitoun. En fait, j'ai deux observations concernant bien sûr le sujet. Tout d'abord, sur l'existence de minaret, vous avez posé une question sur l'existence de minaret avant l'époque mouradite. Est-ce qu'il existe ou non? Ce que je savais très bien, que Tunis, à l'instar des villes côtières, possède en fait un oratoire un oratoire plutôt citadin, c'est-à-dire doté de tourmente avec l'absence de minaret comme celle de mosquée Sousse et monastère et même Mahdia. C'est pour cette raison que les sources du Moyen-Âge ne mentionnent guère la présence d'un minaret. C'est ça. Et la deuxième observation, la photo que vous avez déjà publiée, c'est plutôt pour une église provisoire inaugurée en 1882. Et M. Jean Le Brochet, en fait, il a construit, ou plutôt, il a utilisé l'une des chambres de consulat de France comme une salle de prière sous le nom de Saint-Louis. Parce que, en fait, au XVIIe siècle, comme à l'époque Hafsid, on n'a pas des bâtiments dignes d'être des églises. C'est plutôt, il utilise l'une des salles de consulat pour être converti en salle de prière. Oui, effectivement, l'église, j'ai bien dit, c'est pas cette église-là, c'est le cercle. C'est le cercle, c'est ici que ça se passe, mais je n'ai aucune autre photo. Donc le cimetière. Et pour le vacher, alors, c'est très fou. Parce que, alors, ce père Le Vacher, il a été, d'abord, il y a apparemment dans ce que disent les sources, il a effectivement négocié la présence de chapelles où le bey n'intervient pas du tout. Dans les années, donc au début de sa présence à Tunis, il est actif à Tunis entre les années 47 et 57. Et après, il est à Alger et il communique avec Tunis. C'est de ses correspondances qu'on sait ce qu'il est en train d'avoir et de négocier. Donc, on lui attribue deux choses. La première est la négociation de ce décret avec le bey pour une chapelle dans le consulat de France, où les chrétiens ont la liberté d'exercer le culte, en gros, sans être dérangés. On se demande ce qui se passait avant. Et deuxième chose, c'est une limite claire de ce cimetière, de ce fameux cimetière qui est ici, et la fondation d'une chapelle. Et en gros, ça veut dire que 1897, les gens ont vu la chapelle être démolie. Et ils ont vu les traces, donc il a bien existé une chapelle. Est-ce que c'est la fameuse chapelle
de le vacher ou pas. Donc il y a tout ce flou. Il se pourrait que ce soit deux personnages différents à qui on attribue la même chose, mais il y a effectivement le décret pour la chapelle, il y a le décret pour le cimetière. Et il y a une chapelle existante qu'on nomme chapelle de Vacher qui est dans ce cimetière, Saint-Antoine. C'est peut-être vraiment à l'époque de l'occupation espagnole, puisque les Espagnols ont construit en fait une sorte de citadelle dans la Axe. Et dans l'un des endroits, ils l'ont consacré pour une cimetière qui porte Saint-Antoine. Et les sources mentionnent à cette époque l'existence d'une église au sein du cimetière. C'est peut-être en fait remonte à l'époque de l'occupation espagnole. Possible. Pour ce qui est du minaret médiéval, oui, effectivement, je pense que donc, dans les sources, il y a des mentions de Ma'dana et de Salma'a. Mais bon, il y a bien Kéron, hein, et il y a bien Kéron, et il y a bien un minaret à Sfax. Donc, est-ce que la Zetouna a eu un minaret fatimide qui a pu être démoli? Est-ce que c'est pas nécessairement, cette tour d'angle dans l'enceinte de la mosquée, est-ce que elle a servi de minaret? Est-ce que c'est un grand flou, hein. C'est très très bizarre parce que tout le reste est tellement bien documenté. Et donc. Mais je pense qu'il est fort probable qu'il y avait un minaret, au moins possible. Voilà. C'est clair. Le texte, à l'époque mouradite, il y avait un minaret. Ça ne date pas du 16e, parce qu'on ne construisait pas à l'époque. Donc ça datait du 14e, 15e. Mais la question posée sur plutôt sur le Moyen-Âge, puisque même une mention guerre la minaret. Concernant ce qui est. Alors, d'abord, oui, effectivement, l'église, j'ai bien dit, hein, c'est pas cette église-là, c'est le cercle. C'est le cercle, c'est là, c'est ici que ça se passe, mais je n'ai aucune autre photo. Donc le cimetière. Et pour le vacher, alors, c'est très flou. Parce que, alors, ce père le vacher, il a été, d'abord, il y a apparemment dans ce que disent les sources, il a effectivement négocié la présence de chapelles où le bey n'intervient pas du tout. Dans les années, donc au début de sa présence à Tunis, il est actif à Tunis entre les années 47 et 57. Et après, il est à Alger et il communique avec Tunis. C'est de ses correspondances qu'on sait ce qu'il est en train d'avoir et de négocier. Donc, on lui attribue deux choses. La première est la négociation de ce décret avec le bey pour une chapelle dans le consulat de France, où les chrétiens ont la liberté d'exercer le culte, en gros, sans être dérangés. On se demande ce qui se passait avant. Et deuxième chose, c'est une limite claire de ce cimetière, de ce fameux cimetière qui est ici, et la fondation d'une chapelle. Et en gros, ça veut dire que 1897, les gens ont vu la chapelle être démolie. Et ils ont vu les traces. Donc il a bien existé une chapelle. Est-ce que c'est la fameuse chapelle de le vacher ou pas? Donc il y a tout ce flou. Il se pourrait que ce soit deux personnages différents à qui on attribue la même chose, mais il y a effectivement le décret pour la chapelle, il y a le décret pour le cimetière. Et il y a une chapelle existante qu'on nomme chapelle de Vacher qui est dans ce cimetière, Saint-Antoine. C'est peut-être vraiment à l'époque de l'occupation espagnole, puisque les Espagnols ont construit en fait une sorte de citadelle dans la Axe. Et dans l'un des endroits, ils l'ont consacré pour une cimetière qui porte Saint-Antoine. Et les sources mentionnent à cette époque l'existence d'une église au sein du cimetière. C'est peut-être en fait remonte à l'époque de l'occupation espagnole. Possible. Pour ce qui est du minaret médiéval, oui, effectivement, je pense que donc, dans les sources, il y a des mentions de Ma'dana et de Salma'a. Mais bon, il y a bien Kéron, hein, et il y a bien un minaret à Sfax. Donc, est-ce que la Zetouna a eu un minaret fatimide qui a pu être démoli? Est-ce que c'est pas nécessairement, cette tour d'angle dans l'enceinte de la mosquée, est-ce que elle a servi de minaret? C'est un grand flou, hein. C'est très très bizarre parce que tout le reste est tellement bien documenté.
Et donc, Mais je pense qu'il est fort probable qu'il y avait un minaret, au moins le Hafsid. Voilà. C'est clair. Le texte, à l'époque mouradite, il y avait un minaret. Ça ne date pas du 16e, parce qu'on ne construisait pas à l'époque. Donc ça datait du 14e, 15e. Mais la question posée sur plutôt sur le Moyen-Âge, puisque même une notion de guerre, la minaret. il veut qu'il n'y ait jamais eu de guerre. Mais concernant ce qui est. Mais malheureusement, je ne me souviens plus de qui, mais il y a une mention de, je ne sais plus, Mana. Mohamed Ali. Je m'associe avec mes collègues qui a fait ce point ici pour te remercier pour cet exposé très clair et surtout le suivi microscopique des documents de diverses natures. Là, c'est extraordinaire et c'est une très belle leçon pour les étudiants qui suivent ces activités-là. Alors, moi je dis que l'objet de cette intervention, c'est une intervention architecturale dans une ville qui est la capitale du pays et dans un monument phare de cette ville. Donc, on est historiquement dans une période bien délimitée. Le début ou la fin du XIXe siècle, donc les premières années des années 90 du XIXe siècle. Et là, nous sommes effectivement avec une mutation sociale, une nouvelle mutation, parce qu'on a une société locale qui n'est pas homogène, finalement. Il y a une société tunusoise et il y a aussi les représentants du pouvoir médical, à l'époque hossanite. Donc là, il y a déjà une douzaine. Et il y a aussi l'acteur français qui intervient ici. Alors, l'acteur français, on a suivi la vie de l'administration coloniale. On a suivi peut-être la vie du pouvoir légitime du pays. Mais je ne sais pas, je risque que ma question elle est naïve, hein, je ne sais pas si j'ai bien suivi votre exposé. Peut-être j'ai loupé quelques passages après une longue journée de travail. Donc, l'associance-là de cette société tunusoise. J'ai pas vu une réaction vraiment qui devrait être présente pour cette société locale tunusoise, je dis bien tunusoise, c'est-à-dire les HF de Tunis à cette époque-là. Pourquoi je pose cette question, Madame Zidane? Tout simplement parce que je connais un autre exemple d'une autre ville phare de la Tunisie, de Téhéran. Et à cette époque-là, la même décennie, il y avait une réaction une réaction très sévère de la société locale kérouanaise envers l'intervention aussi bien du pouvoir médical que de l'administration française pour la restauration de quelques parties de la grande mosquée de Téhéran. Donc, là, je suis connaisseur du dossier parce qu'il y avait une réaction très sévère de la société kérouanaise. Elle a même reproduit toute une mémoire, elle a reconstruit à cette époque-là toute une mémoire lointaine qui a ses origines même au cours du premier siècle de l'islam, rien que pour sauver ce monument-là d'une éventuelle intervention
c'est qu'on a un pouvoir nouveau qui s'infiltre petit à petit et qui est en train, en gros, d'amadouer les élites locales. Voilà, il y a des intérêts concordants là-dedans. Ça veut dire que voilà, on va construire on va réparer ce minaret, on va le remplacer par un monument, et tout le monde joue le jeu. C'est une forme de collaboration qui ne va pas durer longtemps dans le temps, mais voilà, l'histoire nous démontre qu'elle a été impossible. L'initiative vient de Jamaïque à leur carte, donc ils sont... C'est ce que je sais pas. C'est le génocide entre 1892 jusqu'au 1908. Oui, c'est oui. Donc, il faut se poser la question. Et donc oui, la réaction ici, elle est de l'intérieur. C'est une résistance. Et puis voilà, il faut vraiment avoir une colonisation. Et cette idée, c'est vraiment à l'échelle, comme vous dites, à l'échelle microscopique, c'est qui peut parler. Sinon, ces gens qui visiblement se sont mis d'accord pour que ce soit celui-là le projet. Ils auraient échoué, notre histoire aurait été différente. Ils ont réussi. Ah bien. La dernière. Je remercie l'intervenant pour la qualité de l'exposé. Toutefois, j'ai une petite réflexion concernant le contexte de la construction de ce minaret. Évidemment, le minaret qui était, à mon avis, le minaret qui était précédent à ce nouveau minaret n'était pas vraiment ruine, mais il avait l'aspect un peu trapu. Il n'était pas imposant à l'échelle urbaine. Donc peut-être que les Fouqarés, peut-être de Zimban, ils ont réfléchi à construire un minaret encore plus imposant pour prévoir la construction des clochers de l'église qui va être construite, je crois, 20 ans après. En même temps, C'est la même époque, c'est la même époque. la première pierre, c'était mais la construction va durer 20 ans pour être... Pour l'église, elle va durer 20 ans. Donc, les clochers vont être prévus et on va construire un minaret imposant pour contrôler la présence islamique dans la Médina et dans la... Peut-être que c'est une réflexion de... Je ne sais pas si on pensait explicitement, mais en tout cas, le résultat, c'est ce que dit le résultat final. Oui, ça démontre aussi qu'un pouvoir colonial ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il a besoin de négocier, on juste comme ça, quelque chose, on lui donne ça, on prend ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la cathédrale qui montait avec toute la ville, il y avait des changements de statut des terrains dans toute la Tunisie. C'était immense. Il y a des expropriations de grandes familles tunisiennes, de la Kasbah, de tous les... Oui, il y avait... Ça veut dire que même... Ça veut dire que cette négociation avec les Zaïtouniens et avec les grandes familles, elle était importante pour un pouvoir qui n'était pas... En fait, le but des Français était de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils avaient faites en Algérie et qui étaient devenues un gouffre financier et tous les... Voilà, donc ils voulaient installer un système colonial zéro coût, qui ne coûte rien. Donc c'était ça leur objectif. Donc en fait, c'est un petit peu similaire, je sais pas, moi je trouve qu'on comprend aujourd'hui, là avec notre environnement, on peut bien comprendre la fin du 19e siècle en Tunisie. Parce qu'il y a des similitudes. Il y a cette manière comme ça de s'infiltrer dans une société, d'utiliser ce qu'on peut utiliser, enfin d'utiliser des bras, et une fraction de la société qui devient un bras colonial, qui devient un intermédiaire, un assimilé. Au lieu d'être c'est-à-dire que l'idée de protéger, elle est linguistique. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui est assimilé, qui n'est pas, au lieu donc à l'opposé de ce qui se passait en Algérie, qui est voilà, un colonisé, il obéit, c'est un citoyen de seconde zone. En Tunisie, c'est un assimilé au début. Ça veut dire que c'est une société où on a pris les couches, les sphères hautes de cette société pour agir, lui garder ses intérêts pour qu'elle agisse
contre les intérêts de son propre territoire. Je pense qu'il faut... moi, la manière dont je le vois, ce projet de minaret, c'est qu'on a un pouvoir nouveau qui s'infiltre petit à petit et qui est en train, en gros, d'amadouer les élites locales. Voilà, il y a des intérêts concordants là-dedans. Ça veut dire que voilà, on va construire on va réparer ce minaret, on va le remplacer par un monument, et tout le monde joue le jeu. C'est une forme de collaboration qui ne va pas durer longtemps dans le temps, mais voilà, l'histoire nous démontre qu'elle a été impossible. L'initiative vient de Jamaïque à leur carte, donc ils sont... C'est ce que je ne sais pas. C'est le génocide entre 1892 jusqu'au 1908. Oui, c'est oui. Donc, il faut se poser la question. Donc, oui, la réaction ici, elle est de l'intérieur. C'est une résistance. Et puis voilà, il faut vraiment avoir une colonisation. Et cette idée, c'est vraiment à l'échelle, comme vous dites, à l'échelle microscopique, c'est qui peut parler. Sinon, ces gens qui visiblement se sont mis d'accord pour que ce soit celui-là le projet. Ils auraient échoué, notre histoire aurait été différente. Ils ont réussi. Ah bien. La dernière. Je remercie l'intervenant pour la qualité de l'exposé. Toutefois, j'ai une petite réflexion concernant le contexte de la construction de ce minaret. Évidemment, le minaret qui était, à mon avis, le minaret qui était précédent à ce nouveau minaret n'était pas vraiment mais il avait l'aspect un peu trapu. Il n'était pas imposant à l'échelle urbaine. Donc peut-être que les Fouqarés, peut-être de l'imam, ils ont réfléchi à construire un minaret encore plus imposant pour prévoir la construction des clochers de l'église qui va être construite, je crois, 20 ans après. C'est la même époque, La première pierre, c'était avant. Mais la construction va durer 20 ans pour être... Pour l'église, elle va durer 20 ans. Donc, les clochers vont être prévus et on va construire un minaret imposant pour contrôler la présence islamique dans la Médina et dans la... Peut-être que c'est une réflexion Je ne sais pas si on pensait explicitement, mais en tout cas, le résultat, c'est ce que dit le résultat final. Ça démontre aussi qu'un pouvoir colonial ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il y a besoin de négocier, on dit comme ça, quelque chose, on nous donne ça, on prend ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la cathédrale qui montait avec toute la ville, il y avait des changements de statut de terrain dans toute la Tunisie. C'était immense. Et des expropriations de grandes familles tunisiennes, de la Kasbah, de tous les... Oui, il y avait... Ça veut dire que même... Ça veut dire que cette négociation avec les Zaïtouniens et avec les grandes familles, elle était importante pour un pouvoir qui n'était pas... En fait, le but des Français était de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils avaient faites en Algérie et qui étaient devenues un gouffre financier et tous les... Voilà, donc ils voulaient installer un système colonial zéro coût, qui ne coûte rien. Donc c'était ça leur objectif. Donc en fait, c'est un petit peu similaire, je ne sais pas, moi je trouve qu'on comprend aujourd'hui, là avec notre environnement, on peut bien comprendre la fin du 19e siècle en Tunisie. Parce qu'il y a des similitudes. Il y a cette manière comme ça de s'infiltrer dans une société, d'utiliser ce qu'on peut utiliser, enfin d'utiliser des bras, et voilà, il y a une fraction de la société qui devient un bras colonial, qui devient un intermédiaire, un assimilé, au lieu d'être c'est-à-dire que l'idée de protéger est linguistique. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui est assimilé, qui n'est pas, au lieu donc à l'opposé de ce qui se passait en Algérie, qui est voilà, un colonisé, il obéit, il est un citoyen de seconde zone. En Tunisie, c'est un assimilé au début. Ça veut dire c'est
C'est une société où on a pris les couches, les sphères hautes de cette société pour agir, et lui garder ses intérêts pour qu'elle agisse contre les intérêts de son propre territoire. C'est des plans, comment on en sort dans un bureau parisien. Alors maintenant, la question c'est est-ce que Gilles et Tariq Moussa, ou l'un ou l'autre, est-ce qu'ils avaient un bureau d'architectes où ils dessinaient leurs plans avant de les mettre? Mais les plans existent, c'est des plans datés. Et les élévations. Mohamed Benelli m'a montré, c'est qu'il y a un grand plan à l'échelle, je ne sais pas, un 20e, je Et les pense. façades. Oui. Qui ressemble beaucoup au plan publié dans les il ressemble beaucoup avec des différences ici, des différences là. C'est pas le même plan, donc c'est pas un relevé, c'est un réel plan qui a circulé. Et donc, qui a sorti ces plans? Est-ce que c'est la... C'est pas Saladin. C'est pas Saladin, Saladin n'est pas impliqué. Il est signé ce plan, il est écrit, voilà, Minaret de la... Certainement tout le monde avait un mot à dire pour faire la conception. Enfin, les Tunisiens. De toute façon, le dernier mot, il est aux architectes. Exactement. Voilà, merci Sylvain pour cette belle conférence. Voilà, je vous remercie tous. Les membres du labo, on a une petite réunion en bas, en accord avec le fonctionnement du labo. Donc, tout le monde va dans un post café et les membres du labo, un quart d'heure.